Bonjour, dans cette vidéo, je vais brièvement passer en revue le code C++ que je vous fournis pour le laboratoire 7 du cours de SD1 qui est consacré aux listes chaînées. Alors pour ce laboratoire, il y a 4 codes checks à rendre, mais je vais passer en revue simplement le code du code check L72D, donc le dernier, qui a énormément de choses communes avec les précédents et qui est le plus complet, donc autant que je me consacre uniquement à celui-là. Alors si on regarde le code principal, de quoi est-il conçu? Alors d'abord, il inclut le fichier liste simple.h qui est celui sur lequel vous devez travailler. Il inclut le fichier utile.h qui est le même que lors des labos L7, L5 et L6. Simplement, il a été complété par quelques fonctionnalités en plus, mais il définit cette classe qui affiche ses constructeurs, destructeurs, copies et assignations. Et puis ensuite, on a une fonction d'affichage qui prend deux itérateurs en entrée et qui affiche le contenu. Alors ça nous permettra d'afficher le contenu de liste. Et enfin, on a cette fonction cc, qui est la fonction principale, qui va tester un certain type de liste. Alors on testera deux types de listes. On testera des listes qui stockent des entiers et des listes qui stockent cette classe C qui affiche tout ce qu'elle fait. Alors, elle fait plusieurs choses, cette fonction de test. Elle commence par remplir une liste avec les valeurs 1, 1, 5, 2, etc. Alors, elle fait des push front, donc elle la remplit à l'envers. On aura d'abord 2, puis 1, puis 5, etc. Puis elle l'affiche. Elle appelle une fonction que vous devez écrire dans liste simple.h, qui est la fonction ôter les éléments pairs. Donc, elle va retirer le 2, le 2, enfin, elle va juste laisser le 1, le 1, le 5 et le 1. Ensuite, elle fait une construction par copie, donc elle crée une liste L2 en copiant la liste LS. Puis elle crée une troisième liste qu'elle remplit dans l'autre sens. Donc elle remplit par la fin. Alors ça c'est un code qui fait cela. Donc pour pouvoir remplir par la fin une liste simplement chaînée, on doit garder un pointeur ou ici un itérateur sur le dernier élément. Et ce dernier élément, je l'appelle before end parce que le dernier élément, il est juste avant l'itérateur end. Donc si on fait next de before end, on est toujours censé avoir end. Et donc on insère avec la fonction d'insertion après before end. Et puis on incrémente before end pour... Alors en fait on repasse simplement sur la valeur précédente. Ensuite, on teste les affectations. Alors, on commence par tester l'auto-affectation qui ne doit rien faire. Et puis, la vraie affectation, où on copie normalement le contenu de ls dans L3, tout en libérant le contenu qu'on avait alloué précédemment. Ensuite, on ajoute quelques valeurs à la liste ls pour qu'elles soient un peu plus longues. Et on va tester la fonction d'échange qui s'appelle swapAfter, qui reçoit donc les deux éléments avant les deux qu'on veut échanger. Toute l'interface d'une liste simplement chaînée est toujours fait en passant un itérateur sur l'élément qui précède celui qu'on veut traiter. Donc c'est le cas ici. Donc ici, on veut échanger l'élément qui est le suivant de before begin. Donc on passe ici le premier élément. Et donc on veut échanger celui qui suit le premier élément, donc on veut échanger le deuxième élément avec celui qui suit le troisième élément, et donc c'est le quatrième. Donc on veut échanger le deuxième et le quatrième, puis le premier et le sixième, puis le troisième et le dernier, puis le troisième et le quatrième. Alors ce n'est pas choisi au hasard, ces différents échanges. Donc le premier échange ici, ce sont deux éléments quelconques dans la liste. Là, ça inclut le premier, là, ça inclut le dernier. Et là, ce sont des éléments consécutifs. Ce sont tous les cas particuliers auxquels j'ai pu penser. Ensuite, on veut utiliser cette fonction swapAfter pour faire une fonction de tri par échange. Alors, dans le vidéo du cours, je vous présente le tri par sélection. Vous pouvez éventuellement choisir d'autres tri par échange. Le tri à bulles serait possible. Alors, le tri rapide, si vous êtes vraiment courageux, serait éventuellement possible aussi. Mais plus difficile parce que il faudrait faire une fonction de permutation de partition spéciale
puisque nous n'avons pas de parcours de la fin vers le début sur une liste simplement enchaînée. Ensuite, on crée une nouvelle liste, la liste L4, qu'on remplit. Et on commence à tester la fonction splice. Donc on splice du 4e au 6e élément et on les place derrière le premier. Puis on splice le 5e élément tout seul qu'on place devant le premier. Et puis on splice les 3 derniers éléments après le deuxième. Et puis on va faire un test différent. On crée une nouvelle liste L5 qui commence vide. Et on va splicer une partie des éléments de L4 vers cette liste L5. Splicer d'une liste à l'autre, c'est aussi possible. Ensuite, on va trier nos deux listes, L4 et L5, pour qu'elles soient dans l'ordre, ce qui nous permet derrière d'appeler notre fonction de fusion, qui doit renvoyer aussi une liste simplement enchaînée. Voilà, donc ça c'est l'ensemble des tests qui doivent être faits. Alors ce sont les tests du labo L7D. Les tests des L7B et L7C sont juste un sous-ensemble de ces tests. Voilà. Et puis on a la fonction main qui choisit, alors quand vous lancez le test, je vais le faire ici, si je lance le test, je dois choisir, si je fais 0, eh bien il va faire tous les tests avec des entiers simplement. Donc vous verrez essentiellement quel est le résultat que ça doit fournir. Par contre, si je le relance et que je fais 1, il le fait avec la classe qui affiche les constructeurs, les destructeurs, les copies, etc. Et donc vous avez beaucoup plus de détails sur ce qui se passe vraiment. Alors, donc ce fichier main, il inclut util.h et list5.h. Alors, commençons par voir utile. Vous le connaissez. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Essentiellement, elle définit donc les constructeurs de copie, d'affectation, le destructeur, pardon, et un constructeur avec un entier. Et elle affiche le fait qu'on construit, qu'on détruit, etc. J'ai aussi dû définir un certain nombre d'autres choses pour pouvoir supprimer les éléments pairs. Il fallait pouvoir tester si un élément était pair. Et donc j'ai dû faire l'opérateur modulo. Pour pouvoir tester si les choses sont égales, j'ai dû faire un opérateur égal-égal. Et puis pour pouvoir trier, j'ai dû faire tous les opérateurs de comparaison. Et tout cela est défini en détail dans le fichier utile.cpp, mais auquel a priori vous ne devez pas toucher. Donc vous avez constructeur normal, constructeur de copie, constructeur égal, opérateur d'affectation et destructeur qui sont là. Et puis tous les opérateurs de test qui sont tout à fait classiques. Une notion importante, si on utilise le constructeur par défaut, ce qui sera le cas notamment pour le maillon qui vient avant le premier, eh bien la valeur par défaut c'est moins 42. Et donc ici dans le code qui s'exécute, quand vous voyez un moins 42, c'est qu'il y a eu une construction par défaut. Alors, reste à voir la classe que vous devez vous fabriquer. Donc, c'est la classe que vous devez fabriquer, enfin que vous devez compléter, puisque je vous en donne tout le canevas. C'est une classe qui s'appelle liste simple. C'est une classe générique, donc on stocke des éléments de type T. Alors, elle commence par redéfinir de manière classique, alors tous les conteneurs de la STL font ça. Définissent value tab, référence, const référence, pointer, const pointer, etc. De manière classique. Ensuite, je définis la structure de maillon que je veux utiliser. Et ma structure de maillon est sensiblement la même que celle qui est dans les vidéos du cours. Donc j'ai une structure maillon qui inclut une valeur qui est du type générique de mes éléments, value type, et puis un pointeur vers le maillon suivant. Alors j'ai renoncé à avoir une structure spéciale pour les maillons vides parce que c'était peut-être trop compliqué par rapport à vos connaissances en C++ et en orienté objet qui pour le moment sont lacunaires. Et donc j'utilise un maillon normal pour l'avant-premier, mais je n'utiliserai pas sa valeur. Simplement, on stockera une valeur par défaut de manière inutile. Ensuite, je définis tout ce qui est itérateur. Alors ici, je les ai définis dans un autre fichier, le fichier lsiterator.h. Et donc je me contente de lui dire que la classe
LSIterator de value type sera ma classe iterator. Et donc ça définit un sous-type de ma classe list simple, qui sera liste simple, les crochets pour spécifier le type, 2.2. Iterator. Tout à fait de la même manière que vous avez l'habitude d'avoir des vecteurs de int iterator, des choses comme ça. Alors j'en définis deux, un itérateur et un const itérator. Et puis je définis les fonctions begin, cbegin et begin const. La même chose pour end et la même chose pour before begin. Donc à chaque fois, begin renvoie un itérateur normal si je le fais avec une liste simple qui est variable, et un const itérateur si je le fais avec une liste simple qui est const. Et puis si je veux de toute façon un const itérateur, je peux le spécifier en demandant cbegin, auquel cas, qu'il soit const ou pas, je recevrai un const itérateur. Alors comment cela fonctionne? Eh bien, essentiellement, begin, il va créer un nouveau itérateur, donc un nouveau LSIterator de value type, en lui passant en paramètre un pointeur. Alors begin passe comme pointeur avant-premier suivant, end passe comme pointeur nul PTR, et before begin passe comme pointeur avant-premier. Alors allons voir cette classe itérator. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Alors ça je vous la fournis parce que de nouveau c'est un peu trop compliqué au niveau orient-objet, donc vous ne pouvez pas vraiment le faire actuellement avec vos connaissances en C++. Donc je vous le fournis juste en lecture, mais il n'est pas question de vous demander d'être capable de l'écrire. Donc vous avez une classe, ici ma classe d'itérateur que je définis, qui doit hériter publiquement de la classe standard iterator, qui a deux paramètres. Le premier spécifie le type d'itérateur que c'est. Alors ici c'est un forward iterator, ça veut dire qu'on définira le plus essentiellement, mais pas le moins et pas les crochets qui permettent d'avoir un accès indexé. Et puis le deuxième paramètre, c'est le type T d'éléments que je stocke. Alors cette classe doit être une classe amie de la classe sur laquelle je vais itérer, parce que je vais avoir besoin d'accéder à ces attributs privés, surtout à la classe privée maillon. Et je vais utiliser le type maillon, ce sera le type qui est défini dans la liste simple. Alors, en attribut privé, je vais garder un pointeur vers un maillon. C'est la seule chose que je connais. J'ai pas de référence à la structure sur laquelle je pointe. La seule chose que l'itérateur connaît, c'est l'adresse mémoire d'un des maillons. Et il se débrouille entièrement avec ça. Du coup, quand je crée un nouveau maillon ici, eh bien, je reçois un maillon en paramètre et je le stocke simplement dans mon attribut M. Vous noterez que ce constructeur-là, il est privé. Et donc, vous ne pouvez pas créer un itérateur en lui passant un maillon en paramètre. De toute façon, le type maillon est privé également. Sinon, vous avez un constructeur par défaut qui vous permet de construire un itérateur qui utilise le pointeur nul. Alors, les itérateurs, ils doivent définir un certain nombre d'opérations pour fonctionner. Alors, les opérations de base, c'est plus, donc ça permet de passer au maillon suivant. Donc vous avez le plus de base, donc le plus préfixe, comme vous avez appris en inf2, qui passe simplement M à un maillon suivant. Et puis vous avez l'autre le postfixe, qu'il est préférable de moins utiliser, parce qu'il est moins efficace, qui crée une copie temporaire de l'objet, de l'itérateur courant, qui incrémente cet itérateur avec le plus préfixe, mais en l'appelant directement, et puis qui retourne la copie précédente, donc il retourne la valeur avant incrémentation, avant être passé au suivant. Ensuite, on a un opérateur d'égalité qui vérifie si on a le même pointeur stocké, de différence qui fait le contraire. Et puis, on a l'opérateur de déréférencement qui nous renvoie donc une référence à la valeur qui est stockée dans le maillon sur lequel on itère. Donc ça, c'est l'itérateur normal, celui qui vous permet d'écrire quand vous déréférencez. Et puis, j'ai redéfini aussi le const itérateur. Alors, essentiellement, on a la même chose pour le const itérateur. On a quelques nuances.
D'abord, il est possible de créer un const itérateur à partir d'un itérateur. Ça fournit la conversion entre les deux types. C'est pas possible dans l'autre sens. Sinon, l'autre différence qui apparaît, c'est ici. L'opérateur de déréférencement, il vous renvoie une const référence et non pas une référence variable. Ce sont les deux changements principaux. Du coup, aussi, ici, l'attribut qu'il stocke, ce n'est pas un pointeur, c'est un pointeur const. Mais sinon, ça revient là. Alors, un des intérêts de définir ici cet héritage de standard iterator, c'est qu'en faisant ça, ça nous permettra d'accéder à des fonctions telles que la fonction next pour manipuler nos itérateurs. Si on ne définissait pas cet héritage, la fonction next refuserait de prendre nos itérateurs en entrée. Mais en faisant ça, on peut les utiliser vraiment exactement comme les itérateurs de la STL. Alors revenons sur la classe que nous devons écrire. Donc nous avons là tous les itérateurs qui vous sont fournis. Le constructeur par défaut de la classe liste simple qui simplement alloue dynamiquement le maillon avant-premier. Alors il a une... Donc ici, alors toutes les allocations se feront simplement avec un new et toutes les destructions se feront simplement avec un delete. Et donc ici on fait un new maillon et on le remplit avec comme valeur le constructeur par défaut de value type et comme pointeur suivant un pointeur nul. Le destructeur, c'est à vous de l'écrire. Il doit détruire tous les éléments de la liste et également avant-premier. Alors là, vous avez évidemment le droit d'utiliser un delete pour effacer avant-premier. Par contre, je voudrais que vous n'en utilisiez qu'un. Pour supprimer les autres éléments, je voudrais que vous le fassiez en faisant des appels aux autres fonctions de liste simple. La fonction empty vous dit si la liste est vide. À vous de l'écrire. La fonction const est fournie, front est fournie deux fois, en version non const et en version const. Alors ça doit vous renvoyer une référence ou une const référence à la valeur qui est stockée dans le premier maillon. Alors pour toutes ces fonctions, je vous demande de ne pas tester si c'est légitime d'appeler front. Donc typiquement de ne pas vérifier que ce n'est pas vide. Si c'est vide, eh bien le comportement est non défini, simplement. Mais donc à aucun moment vous ne devez tester la validité des entrées. Ce n'est pas un problème ici. C'est souvent le cas dans la STL d'ailleurs. La plupart des fonctions, pour une question d'efficacité, préfèrent ne pas tester et faire confiance à l'utilisateur. Vous avez la fonction popFront et pushFront. Donc qui ajoute un élément en tête de liste ou qui retire l'élément en tête de liste. Et de nouveau, ces fonctions, je voudrais que vous les réalisiez sans utiliser directement le type maillon. Alors évidemment, on doit ajouter un maillon dans pushFront et on doit supprimer un maillon dans popFront. Donc quelque part, il faudra qu'il y ait un delete ici et quelque part, il faudra qu'il y ait un new ici. Sauf que je ne veux pas qu'il soit dans ces fonctions-là. Je veux que vous les écriviez en appelant d'autres fonctions. Alors les deux seules fonctions où doivent apparaître directement le type maillon et pas simplement des itérateurs et où doivent apparaître explicitement un new et un delete, ce sont ces fonctions insertAfter et eraseAfter. Alors dans le labo 7b, ce sont les deux seules fonctions qui manipulent directement les maillons. Donc là, vous devez explicitement... ici, il doit explicitement y avoir un new, et ici, il doit explicitement y avoir un delete. Ensuite, on a les fonctions... alors, swapAfter, qui est définie dans le laboratoire L7C, qui elle aussi peut utiliser le type maillon, parce qu'elle doit manipuler la liste à un niveau fondamental. Et donc ça correspond à la vidéo sur le tri par sélection. Donc elle reçoit deux itérateurs, des itérateurs qui itèrent sur l'élément qui précède les deux, qui itèrent sur les deux éléments qui précèdent les deux éléments qu'on doit échanger. Tout ça doit se faire uniquement en manipulant les pointeurs suivants et pas du tout en touchant aux valeurs qui sont stockées. On ne doit pas non plus avoir de création ou quoi que ce soit.
vous noterez que la fonction elle est noAccept, donc elle doit être noAccept. Ensuite, on a la fonction spliceAfter, qui d'ailleurs devrait également être noAccept, c'est une erreur qu'elle ne soit pas, qui elle aussi peut donc manipuler les maillons à un niveau fondamental, et qui doit mettre en œuvre ce que je vous explique dans la dernière vidéo, donc sur la vidéo 11 sur le splice. Alors ça complète l'essentiel des méthodes qui doivent être fournies par votre classe liste simple. Par ailleurs, vous devez aussi fournir un constructeur de copie, un opérateur d'affectation, et probablement une fonction swap, enfin une méthode swap, parce que c'est la manière la plus propre d'écrire l'opérateur d'affectation, avec une approche swap and copy que je vous ai présenté précédemment. Alors, enfin copy and swap, pardon. Alors par ailleurs, vous avez 3 fonctions externes à écrire. La fonction ôter élément pair que vous devez écrire pour le labo 7B. La fonction tri par échange que vous devez écrire pour le L7C. Et la fonction fusion que vous devez écrire pour le L7D. Alors, toutes ces méthodes externes, elles, évidemment, n'ont pas du tout accès à la structure de maillon, et donc elles doivent manipuler la liste exclusivement via les itérateurs. Ce qui est la méthode la plus classique pour manipuler des listes quand vous travaillez en C++. Alors clairement, dans ce laboratoire, il y a un a priori, c'est que on considère notre liste à assez haut niveau, c'est-à-dire qu'on a extrêmement peu de méthodes qui manipulent directement les maillons. En fait, on a ces 4 méthodes, on a insertAfter, erasEafter, swapAfter et spliceAfter, qui nous fournit tout ce qui est nécessaire pour manipuler les maillons à un bas niveau. Ce sont les seuls qui vont écrire explicitement dans les attributs suivants de nos maillons. Et insertAfter et swapAfter sont les seuls qui vont faire des new et des delete. Tout le reste va être fait à un niveau conceptuel plus élevé en termes d'itérateurs. Alors ça, c'est une approche très C++. Il est probable que si nous faisions le même labo en C, et c'est possible que vous le fassiez partiellement dans le cours d'Inv2, eh bien on travaillerait à un niveau beaucoup plus bas, en manipulant en permanence des maillons et des suivants. Je pense qu'avoir les 2 alternatives, c'est quelque chose qui est formatif pour vous. Formateur, pardon, pour vous. Voilà. J'espère que c'est clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On est très souvent sur Teams pour pouvoir y répondre.